cette dernière conférence de l'année pour le comité d'histoire de la ville de Paris. Vous avez vu que les conférences reprennent toujours en lien avec cette exposition sur les impressionnistes à Londres, que vous pouvez voir ici au Petit Palais par 2 conférences de rentrée le 21 septembre puis le 5 octobre. Nos cycles reprennent également à la rentrée aux Archives de Paris avec la poursuite du cycle sur la justice et à la mairie du 11e arrondissement avec un cycle qui couvrira l'année 2018-2019 consacré aux distractions des Parisiens. Mais donc pour l'heure, la dernière conférence de l'année, donc les artistes, les beaux-arts et la Commune de Paris, mai 68 en 1871. Donc vous voyez que nous ne sommes pas complètement anachroniques quand nous vous distribuons en même temps notre petit prospectus pour faire la promotion de notre exposition en ligne sur mai 68 que vous pouvez voir, c'est mai 68 sous l'œil de François. Donc pour cette présentation aujourd'hui, nous sommes très heureux d'entendre Jean-Louis Robert, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, spécialiste de la Commune bien sûr, mais aussi de la guerre, du syndicalisme, du Parti communiste. Mais aujourd'hui, c'est de la Commune, donc il est venu nous parler. Bonne conférence. Merci, vous m'entendez bien, ça va? Bien. Donc, merci d'être venu. Je vous ai mis une petite bibliographie sommaire de l'exposé d'aujourd'hui. Je fais une petite correction. Le Paris de la Commune, il faudra mettre quand même une majuscule à Paris. Hein. Quoique la Commune ait peut-être été aussi un Paris. Mais là, en l'occurrence, il s'agit bien de le Paris, la ville, la capitale de la Commune. Donc, je vous ai mis cette bibliographie et vous voyez que ce sujet qui n'était pas très creusé, celui de la Commune et des arts, puisqu'évidemment, on voyait là d'abord une révolution politique et sociale, hein, a attiré quand même un certain nombre de chercheurs. Et le premier grand travail, d'ailleurs, est américain, comme beaucoup de travaux récents sur la Commune. Hein. Les historiens américains ont une très forte historiographie de la Commune de Paris de 1871, plus abondante maintenant d'ailleurs que l'historiographie francophone. Hein. C'est un fait, mais on n'a pas le temps de le développer, mais qui est intéressant en soi, sur la situation des historiographies. Et puis, il y a eu toute une série de travaux que je vous ai indiqués. Le dernier, celui de Christine Ross, est intéressant, en particulier parce qu'il analyse ce qu'on verra beaucoup aujourd'hui, mais il le met en relation avec d'autres choses, ce que je n'aurai pas le temps de faire, tout ce qui est l'imaginaire libertaire de la Commune. Hein, et les artistes sont un des aspects de cet imaginaire libertaire qu'elle évoque dans la Commune, mais aussi d'ailleurs, parce que c'est une littéraire, dans toute la littérature du XIXe siècle, hein, qu'elle relie avec l'imaginaire commune. C'est un livre très intéressant. Le livre de Bertrand Tillet, c'est un travail beaucoup plus érudit, dont je me suis énormément servi. Et ma conférence, vous la retrouverez en partie dans le chapitre là, que j'évoquais du livre que j'ai dirigé sur le Paris de la Commune. Donc, cette conférence est intitulée, et l'organisatrice de ces conférences a dit que ça justifiait que ce ne serait pas un anachronisme de parler 68 en même temps que de la Commune de Paris. Alors, on va essayer de réfléchir un tout petit peu là-dessus au départ, tout en allant très vite se centrer sur ce que vous attendez, qui est plus en lien avec l'exposition d'ailleurs, qui est la Commune de Paris. Donc évidemment, je vais commencer par des choses très faciles et très simples pour vous montrer que bien sûr on peut trouver des généalogies entre ces deux mouvements sociaux qui durent 2 mois chacun et qui ont donc, ne serait-ce que par cette durée, certains points communs. Et parmi ces points communs, bien entendu, il y a ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la présence des artistes et leur activité extrêmement importante. Une activité qui s'est marquée par
essentiellement dans le domaine de 68 par essentiellement la caricature. La caricature, le dessin. Bon, vous allez pouvoir trouver facilement des analogies donc, entre les beaux-arts sont fermés, mais la Révolution est née. Voilà tout à fait une affiche type mai 68. Et vous voyez, le style reste totalement différent, bien sûr, avec une caricature de Courbet avec, vous le voyez, l'écharpe rouge d'élu de la Commune de Paris. C'est d'ailleurs une différence évidemment importante dont il faudra tenir compte dans l'analyse, c'est que les beaux-arts sont bien occupés par les étudiants, mais pas le ministère de la Culture. Alors que les artistes communards vont, eux, occuper en partie les beaux-arts, mais ça ne les intéresse pas beaucoup. Ils vont, de fait, occuper et diriger le ministère de la Culture. Donc là, la différence, en tout cas pendant 2 mois, est déjà considérable. Leur fonction ne sera pas réduite à une fonction de propagande ou de mobilisation comme celle de l'atelier des beaux-arts de mai-juin 68, mais ira de ce fait beaucoup plus loin. Donc l'analogie, c'est cette situation. Alors l'analogie, vous la retrouverions, je pourrais vous montrer énormément de dessins et de caricatures qui vont dans le même sens. Par exemple, une analogie typique des révolutions d'ailleurs, c'est que l'on moque les anciens, on moque les vieux. Et il y a une analogie évidente, c'est que Thiers et De Gaulle sont effectivement des personnes politiques qui ont un lourd passé, qui paraissent vraiment usés, l'un en 1871 et l'autre en 1968. Et dans les deux camps, et dans les deux insurrections, révolutions, mouvements, comme vous voulez, on va toujours se moquer de lui, Pépé Pépègre. Alors là, ça renvoie aussi à l'idée autre, qu'en 68, De Gaulle est souvent assimilé à la pègre pour des raisons qui ne nous intéressent pas ici. Mais Pépé, vous le voyez aussi, avec cette farouche république qui dit « Dire que ce petit vieux-là voudrait m'en imposer à Thiers ». Vous voyez, donc, voilà, des vieux qui sont dépassés, quoi. Voilà, comme toute révolution, il y a un côté, on va faire un nouveau monde, peut-être pas au sens de Macron, on va faire en tout cas un nouveau monde, alors que le vieux monde est dépassé. Place aux jeunes, on en verra d'ailleurs des artistes jeunes. Et aussi, vous voyez, quelque chose d'amusant, c'est que tous les deux ont été dans des caricatures ornées du chapeau napoléonien ou du chapeau gendarme, un peu à la limite des deux, ce qui rappelle que tous les deux sont considérés comme des hommes d'ordre, d'autorité, des monarques qui abusent de leur pouvoir. Donc voilà des analogies que l'on pourrait voir. En voilà une autre. Évidemment, des deux côtés, on veut souligner qu'on est du côté du peuple. Pouvoir populaire, dit cette affiche de l'atelier des beaux-arts, marteau, fourche, mais aussi, vous le voyez, le masque du comédien et le livre de l'intellectuel, ressemblant vaguement à Sartre, donc une idée du peuple assez large. Du côté de la commune, vous le voyez, on est plus strictement ouvrier, mais il ne faut pas se laisser prendre à cette différence. La commune ne se pense pas comme strictement ouvrière. Et donc, vous avez l'ouvrier visiblement cheminot, au sens non pas du cheminot actuel, mais de celui qui va sur les chemins pour travailler, peut-être terrassier sur les lignes de chemin de fer. La commune se lève, ça va bien. De l'autre côté, le financier s'enfuit de Paris en 1871, ça va mal. Donc évidemment, c'est des deux côtés, celui qui possède contre celui qui n'a rien. Une insurrection populaire. Donc on peut trouver des analogies sur pas mal de champs. Je pourrais vous montrer. Ce serait d'ailleurs le danger, et comme historien, je ne pousserai pas beaucoup plus loin, parce qu'au contraire, je vous montrerai assez vite certaines différences. Alors ça, en vous montrant des caricatures que vous ne trouvez, alors là en rentrant maintenant dans la commune, que vous ne trouverez pas du tout en mai 68. En 1871, vous avez par exemple énormément de caricatures anticléricales. Ça n'existe pas pendant mai 68.
Or, alors que vous avez à voir en 68 la figure du CRS, toute une série de choses qui sont des figures très, très abondantes hein, dans la représentation. Mais vous n'aurez pas ces innombrables caricatures anticléricales. Hein. Donc là, ce sont des moines hein, qui font la noce. Hein. L'idée que les hommes d'église sont des débauchés, ça fait des dizaines de caricatures pendant la Commune. Mais parfois, comme les caricaturistes sont plus brutaux, ça va jusqu'à montrer les hommes d'église comme des assassins, hein, etc., etc. Donc vous n'avez pas en mai 68, peut-être qu'il y avait des 68 arts un peu anticléricaux, je n'en doute pas, mais ça ne se manifeste certainement pas par ni des tracts, ni des... Ça peut se manifester dans l'Église, peut-être, avec des remue-ménages, hein, mais discrets. Et le deuxième que je vais vous montrer, que vous n'aurez absolument pas en 68, c'est le patriotisme communard. Les communards sont par certains côtés internationalistes. J'aurais pu vous montrer des caricatures pacifistes de la Commune qui renverraient un peu au pacifisme des 68 arts. Mais les communards, eux, sont en même temps extraordinairement patriotes, extrêmement décidés à défendre Paris et la France. Et une des causes de la Commune, je vous le rappelle, hein, c'est le fait que Thiers, le gouvernement qui est à Versailles, accepte la capitulation, puis le traité, avec les Allemands cédant l'Alsace-Lorraine. Ça, pour les communards, c'est inacceptable. Hein? Donc vous voyez, la France trahie. La France trahie par Thiers, par Versailles. Donc ça c'est totalement inexistant en mai 68. L'idée d'un patriotisme en 68, c'est inexistant. C'est pour ça que je vous dis tout de suite, hein, halte, attention, effectivement, ces deux révolutions, ces deux mouvements sociaux ont des points communs, à l'évidence. Elles se veulent populaires, elles se veulent jeunes, elles veulent un monde nouveau, mais sur de très nombreux points, elles sont complètement différentes. Ce n'est pas le même monde social, ce n'est pas le même monde mental, ce n'est pas le même monde culturel. Ça se voit également, ça se verrait si on réfléchissait davantage sur le style et la graphie. Donc je vais en arriver maintenant à mon exposé, ayant essayé cette comparaison, mais ne la poussant pas plus loin, ou alors il faudrait vraiment se faire un colloque autour de la comparaison des mouvements sociaux avec tous les dangers que ça représenterait. Alors la situation avant la Commune. Alors, je vous rappelle quand même rapidement, si vous ne le savez pas, que la Commune c'est une insurrection qui débute à Paris le 18 mars 1871. Pourquoi elle débute? Alors il y a des causes profondes, hein, sociales, économiques. J'ai évoqué la cause patriotique avec cette histoire de la capitulation, mais elle débute le 18 mars essentiellement avec cette fameuse affaire des canons de Montmartre. Les Parisiens patriotes, pendant le siège par les Prussiens, avaient payé des canons qui appartenaient à leur garde nationale. Ces canons, on n'a pas le temps de développer, ont été entreposés sur la butte Montmartre, qui à l'époque était beaucoup moins construite. Il n'y avait pas le Sacré-Cœur. Le 18 mars au matin, le gouvernement de Thiers a voulu récupérer ces canons, a envoyé l'armée au petit matin sur la butte pour les récupérer. Les blanchisseuses de Montmartre qui venaient travailler très tôt s'en sont aperçues. Elles ont essayé d'amadouer les soldats en leur disant qu'il ne faut pas. Ensuite, petit à petit, la population est montée sur la butte. La population parisienne est montée sur la butte. Le général qui commandait les troupes a voulu faire évacuer les présents et il a, après des sommations d'ailleurs, commandé de faire feu. Et là, c'est le mystère des révolutions, parce que ce n'est pas une révolution préparée, hein, ce n'est pas une révolution pensée, c'est le mystère des révolutions. La troupe ne tire pas. Voilà, c'est comme si on disait à des CRS aujourd'hui, chargez, puis ils ne chargent pas. Voilà. Là, ce sont plus des militaires
ils ne tirent pas. Donc l'insurrection, sans que personne ne l'ait prévu, démarre dans tout Paris. Paris se couvre de barricades. Il va y avoir des élections à Paris qui vont élire ce qu'on appelle la Commune de Paris, qui va donc gouverner pendant 2 mois la ville. C'est accompagné d'une guerre civile extrêmement dure. Voilà, pour vous rappeler le contexte. Très rapidement. Donc avant la Commune, comment les artistes vont se situer là-dedans? Un point qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ils vont être extrêmement nombreux, enfin extrêmement nombreux, j'exagère peut-être, mais ils vont être très nombreux à participer à la Commune. On a des chiffres différents, mais si on étudie un dictionnaire qui s'appelle le Métron, qui donne beaucoup d'informations, on en trouve plusieurs centaines. Hein, et il y a des réunions, on voit qu'ils sont effectivement plusieurs centaines d'artistes plasticiens. Je ne traiterai pas des artistes du spectacle qui sont également très nombreux à participer à la Commune. Hein, mais les artistes plasticiens vont être très nombreux à participer à ce mouvement. Alors, il y a des explications. D'abord, il y a des explications qui tiennent en partie à un peu l'histoire de l'art. Un peu. Les artistes, en 1870-1871, sortent de 20 ans d'empire. Et sous le Second Empire, indiscutablement, il y a eu récemment une exposition sur la fête impériale, hein, l'art sous l'Empire, il y a eu un développement de l'art. Il y avait un encouragement de l'art. Mais, en tout cas pour ces artistes communards, et pour beaucoup d'autres d'ailleurs, il y avait le sentiment très fort que l'Empire encourageait certains types d'art, que c'était le triomphe de ce qu'ils appelaient l'académisme. Cet académisme, c'était des grands peintres, hein, que ce soit Cabanel, là, que vous avez sous les yeux, Bouguereau, Gérôme, etc. Ils peignaient des très beaux tableaux, mais très classiques dans leur forme, et avec toujours des tableaux un peu mythologiques, ou alors des grandes fresques historiques, voilà, un peu affadis. On sait aussi que ces artistes bénéficiaient des commandes de l'empereur. Par exemple, là, le tableau de Cabanel, il est acheté par Napoléon III au Salon de 1863. Ils vivent très bien, ils sont dans la haute société. On connaît leurs adresses, ils vivent dans de très beaux hôtels particuliers, boulevard Malesherbes. Voilà, donc c'est cette peinture-là qui tient le haut du pavé de la fête impériale. Alors tout à fait à côté de ces grands peintres, vous avez ce qu'on appelle les rapins, c'est-à-dire des centaines, parce que Paris attire des artistes français et étrangers déjà. Hein. Là, j'ai rencontré des collègues hollandais qui venaient de découvrir un peintre hollandais un peu communard à Paris le 18 mars, un tout jeune peintre de 20 ans, qui avait un peu participé à la Commune et qui venait de faire l'objet d'une exposition au Rijksmuseum à Amsterdam. Donc, il y a ces centaines, voire probablement plus, on n'en connaît pas le nombre, de jeunes artistes qui vivent, eux, dans des conditions très difficiles. Vous avez là un tableau d'un peintre que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Tassaert, un peu oublié, mais pas des spécialistes. On peut voir ces tableaux dans quelques musées, Tassaert, qui montre son atelier. Voilà, son atelier, c'est une chambre misérable, hein, où il fait froid parce qu'il n'a pas les moyens de se chauffer, et où son problème principal, c'est de manger, et surtout pour un artiste, de s'acheter son matériel. Donc vous avez ces centaines d'artistes qui eux, habitent pas dans des quartiers aussi aisés. Ils commencent à monter, ce n'est pas encore tout à fait le cas, vers Montmartre, mais ils sont au pied de Montmartre. Ils descendent déjà aussi un peu vers Montparnasse. Et ils habitent souvent dans des quartiers populaires, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une location. Alors, ceux-là, ils vivent en proximité avec le peuple parisien. Hein. Et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, pour vivre, se font ce qu'on appelait à l'époque artistes industriels. C'est-à-dire qu'ils vont se faire peintre sur porcelaine, peintre décorateur, peintre sur émaux, statuaire, parce qu'il y a une grosse demande de statues dans les cimetières, les notables aimant bien au XIXe siècle avoir leur statue sur leur tombe ou une décoration. Donc voilà, ils font tous ces travaux aussi pour vivre. Hein. Ou alors Tassaert qui fait des gravures licencieuses qui vont sur les boulevards le soir. Voilà. Donc
vous avez ce monde-là qui est tout à fait à côté de la fête impériale, qui n'y participe pas, qui la regarde, qui peut-être rêve. C'est toute la question des artistes. Les artistes, du point de vue de la classe sociale, sont des médiateurs sociaux. Vous avez le plus haut, qui touche à la grande richesse, qui connaît les élites. Je ne sais pas si c'est un mot très positif, mais voilà, qui connaît les élites. Et vous avez tout en bas les plus pauvres des pauvres qui tombent dans le ruisseau quand ils ne vendent plus rien, qu'ils n'ont rien mis de côté. Puis vous avez toute la gamme entre ça. Donc les artistes en eux-mêmes, c'est une médiation sociale, parce qu'en plus ils se connaissent quand même. Bon, mais c'est un autre problème. Alors, derrière donc les ors de l'Empire, vous avez aussi toute une évolution picturale. Évidemment, vous avez la naissance de ce qu'on a appelé l'école réaliste, qui ne voulait pas dire des tableaux complètement réalistes et beaucoup plus compliqués que ça. Mais le maître de ça, qui va être le personnage principal de la Commune d'ailleurs, c'est Courbet. Courbet, qui donc mène une sorte, depuis déjà sous tout le Second Empire, lui qui est quand même un peintre reconnu, même s'il n'est pas dans les ors impériales, vont se retrouver derrière Courbet. Et bien sûr, je ne vais pas vous montrer les tableaux de Courbet, ce serait sortir du sujet, mais c'est déjà quelque chose de particulier, parce que c'est Courbet, il y a un lien avec le social. Je vous cite une note d'Émile Zola, qui dans les années 1860 était un jeune écrivain rive gauche à Paris, et qui écrit à propos de Courbet, je trouve cette citation très frappante, quand on voit le tableau de Cabanel et les tableaux de Courbet, l'art chez nous est tombé des hauteurs du mensonge dans l'âpre recherche du réel. Voilà, là, ça donne une idée. Maintenant, c'est une école qui doit abandonner ces mythes, ces Vénus, là, qui ne représentent que... C'est charmant, mais voilà. À côté, mais après l'école réaliste, c'est déjà... l'école réaliste, ça naît déjà peut-être avec Corot dans les années 40-50, et Tassaert en était un de ces peintres réalistes, de l'école réaliste. Mais une autre école, mais plutôt à la fin des années 1860, là vous le reconnaissez bien sûr, c'est l'atelier des Batignolles de 1870, peint par Fantin Latour, et autour de Manet, que l'on voit ici, s'organise donc à la fin des années 1860 ce qu'on appelle le groupe des Batignolles à l'époque. On n'appelle pas ça encore les impressionnistes, ça va venir, où vont se retrouver Manet, Renoir, Monet, Sisley, Basile, Pissarro, Degas et bien d'autres qui vont concevoir l'impressionniste, donc toute une nouvelle école de peinture que vous verrez traiter dans d'innombrables livres. Inutile que je vous la présente, car elle n'est pas exactement la même que l'école de Courbet. Elle est postérieure. Et évidemment, elle va avoir une très grande postérité. Mais elle naît à la fin du Second Empire. Or, j'évoquais tout à l'heure le salon de 1863, grand salon qui était donc organisé par les autorités. C'est un salon qui est contrôlé et dirigé par les autorités. Il faut savoir qu'à ce salon, on envoyait beaucoup d'œuvres. Il y avait eu 5000 œuvres envoyées par les peintres et les sculpteurs et les graveurs, art considéré à l'époque comme très important. Sur ces 5000 œuvres, 3000 sont refusées. Dont une qui sera quand même assez célèbre, qui s'appelle Le Déjeuner sur l'herbe de Manet. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les artistes refusés vont faire un salon opposé, qui va s'appeler le Salon des refusés, où ils vont exposer leur œuvre. Alors, Napoléon III, qui est quand même conscient, va leur accorder une salle, va leur trouver une salle pour qu'ils puissent exposer. Mais ce salon, à l'époque,
a été à la fois un énorme succès pour certains, et pour évidemment ceux qui défendaient les académistes, hein, par exemple Maxime Ducamp, hein, un homme politique de l'époque, hein, qui écrivait c'est assez amusant parce qu'il écrit exactement ce qu'on dit parfois sur l'art contemporain. Hein. Voilà ce qu'il disait: on passe au salon des refusés, donc il y avait le déjeuner sur l'herbe, non pas celui-là, pas l'exécution de Maximilien, mais il y avait tous ces tableaux. Et voilà ce qu'il écrivait: hein, c'est une exhibition triste et grotesque. On y rit comme aux farces du Palais Royal. Voilà les tableaux des impressionnistes vus par certains dans les années 1860. Un peu comme vous voyez les gens un peu gênés quand il y a une exposition d'art contemporain, se demandant s'ils doivent rire ou si c'est grotesque, est-ce que c'est vraiment de l'art. Voilà, l'art dans les années 1860, certains réalissaient comme ça devant des tableaux qui nous semblent des classiques absolus. Donc la censure a quand même toujours sévi, hein, je n'ai pas le temps de le développer, mais vous avez un tableau de Courbet, je parlais de l'anticléricalisme, hein, qui s'appelle Le Retour de la conférence, qui montrait des curés ivres, c'est célèbre, qui est interdit au salon officiel, mais aussi au nouveau salon des refusés. Celui-là, carrément, il n'est pas question de le montrer. Et puis le célèbre tableau qui faisait allusion à l'expédition au Mexique malheureuse de Napoléon III est également censuré. L'exécution de notre empereur à nous. On avait malheureusement envoyé au Mexique, qu'on a abandonné. Donc, vous avez quand même tout ce contexte avant qui font qu'il est très important de voir qu'il y a chez les artistes, à la fin, sur la grande masse des artistes, même ceux qui ne seront pas communards, une énorme aspiration à la liberté de l'art. Voilà, à la liberté de l'art, c'est le cœur de ce qui est et qui sera dans la commune. Bon, avant d'aborder la commune, je dois dire quand même quelques mots du fait que beaucoup des grands peintres que j'ai évoqués, et que vous trouverez peut-être ici dans l'exposition sur les impressionnistes à Londres, ne sont tout simplement pas à Paris pendant la commune. Hein. Pour diverses raisons, beaucoup d'entre eux d'ailleurs, ça ne leur avait pas d'ailleurs une grande popularité, étaient partis dès août et septembre 1870, c'est-à-dire avant le siège. Dès le début de la guerre, ils se sont dit on va quitter Paris. Hein. Et puis quand les Prussiens ont commencé à se rapprocher, l'investissement de Paris, c'est le 18 septembre 1870, il y aura plusieurs mois de siège, hein, très dur. Certains ont filé, hein, on ne va pas rester, c'est quand même dangereux. Donc la plupart des artistes sont partis en province ou à l'étranger. Certains l'ont fait aussi en 1871. Et donc la plupart des artistes ne sont pas à Paris ni pendant le siège, ni pendant la Commune de Paris. Boudin est à Bruxelles. Cézanne, qui aurait dû être soldat parce qu'il avait l'âge d'être appelé, s'est enfui dans le Midi pour ne pas faire la guerre. Donc il restait un peu caché à Aix, entre Aix et différents lieux du Midi. Degas, lui, est parti très vite en Normandie retrouver ses danseuses préférées. Millet était aussi en Normandie. Manet est parti en janvier 71, était pendant le siège à Paris. Il est parti en janvier 1871 à Arcachon, dans une villa, et n'est pas revenu avant la fin de la commune. Ceci dit, Manet est revenu dans les derniers jours de la commune, et il a assisté à ce qu'on appelle la semaine sanglante, c'est-à-dire cette répression très violente à la fin de la commune, et qui l'a beaucoup marqué, et il a livré des peintures de cette semaine sanglante, des barricades. Monet, lui, vous le savez, bien sûr, il est à Londres, hein, et il va y rester. Il a pas mal de sympathie pour Courbet. Pissarro aussi est à Londres. Et Sisley, lui, est parti dans le Nord. Donc vous voyez, la plupart des noms que j'évoquais tout à l'heure ne sont pas tout simplement à Paris. Ils ont préféré aller peindre, parce que pour eux, pour ces peintres, la priorité absolue, ils sont toujours anticommunards, ils sont tous très républicains, hein. Ils ne sont pas impérialistes, ils ne sont pas bonapartistes, hein. Ils sont tous républicains. Mais la priorité absolue pour ces peintres,
c'est de peindre. Ils n'y arrivent pas toujours, d'ailleurs, ça c'est un autre problème. Mais ils veulent peindre, et ils savent très bien qu'à Paris, pendant cette période, c'est presque impossible. Ceci dit donc, il y a des centaines d'artistes qui vont s'engager dans la commune. D'abord, certains vont être élus. Donc il y a une assemblée de la commune, assemblée municipale élue. Il faudra attendre très longtemps avant d'avoir une assemblée municipale élue à Paris, comme vous le savez. Et la commune est un prémisse de cette démocratie parisienne. Ces élus sont à peu près 80, disons, autour de ça, et il y a quand même quelque chose d'assez fort déjà, c'est que sur ces 80 élus, vous avez 8 plasticiens. C'est comme si je vous disais, à l'Assemblée nationale, là, sur 600 élus, il y a 60 peintres. Non, il n'y en a pas 60, je crois qu'il y en a 0. Ça vous donne tout de suite quelque chose. Hein? Donc vous en avez toute une série. Voilà, par exemple, Alfred Billioret, qui était un jeune peintre qui sera membre du comité de salut public de la commune et qui mourra de la tuberculose en déportation en Nouvelle-Calédonie. Voilà, par exemple, ils ne sont pas connus, leur carrière a été totalement brisée. Voilà Jules Martelet, qui avait également 28 ans, en 1871, ce sont des jeunes, vous voyez, qui a été élu dans le 14e arrondissement, donc l'arrondissement Montparnasse. Bien sûr, le plus connu, c'est Courbet, j'y reviendrai un peu tout à l'heure. Mais ça vous montre déjà quand même un niveau d'engagement de ces artistes et la place qu'ils prennent dans la commune même de Paris. Alors beaucoup aussi sont dans la garde nationale, c'est-à-dire ils vont combattre. Je n'ai pas le temps de vous évoquer, mais il y en a des dizaines qui sont combattants sur les barricades, dans les forts, tout autour de Paris. Donc ils ne font pas des affiches, vous voyez, ces artistes, ils ne font pas des caricatures. Ils se battent. Ils ne se battent pas sur des petites barricades comme en 68, des barricadettes. Ils se battent sur des vraies barricades où il y a des dizaines, et même avant même la semaine sanglante, des centaines de morts. C'est une vraie guerre entre les Versaillais et... Donc ça, là-dessus, on n'est pas du tout dans la même chose qu'en mai 68. Alors là, c'est pour vous montrer la jeunesse. Voilà Lucien Henry. Lucien Henry, 21 ans. Tout jeune artiste débarqué à Paris des Alpes de Haute-Provence. À l'époque, on dit les Basses-Alpes, si je veux être rigoureux. Et qui est dans les ateliers, fait modèle, parce que beaucoup pour gagner leur vie sont modèles, mais il est quand même pris dans l'atelier de Jérôme, donc il est un peu reconnu, etc. Et en même temps, alors lui, c'est un farouche communard. Il parle dans les clubs, dans les assemblées populaires, et à 21 ans, il est élu, parce qu'à la commune, tout le monde est élu, y compris dans l'armée de la commune, à la garde nationale. Il est élu colonel à 21 ans. Et donc il va commander tous les bataillons du 14e arrondissement, une légion, quoi, ça équivaut à 2 ou 3 régiments. On ne dit jamais régiment à la commune parce que c'est trop royal, donc on préfère légion parce que ça fait plus romain. Et donc à 21 ans, voilà, je vais vous parler de la révolution, c'est de la jeunesse. C'est comme Bonaparte, un général de 20 ans. Là vous avez un colonel de 20 ans. Et tous ces gens dont je vous parle, sauf Courbet, et d'autres, quelques autres, sont souvent très jeunes. La Révolution, c'est une arrivée de la jeunesse. Donc voilà, Lucien Henry, alors lui, il a été fait prisonnier assez vite. Il a été déporté en Nouvelle-Calédonie, c'est toute une histoire. En Nouvelle-Calédonie, il a continué à peindre. Et comme la Nouvelle-Calédonie n'était pas très loin de l'Australie, qu'il y avait des liens, il est parti après en Australie et il a fait une grande carrière en Australie. Il est un des peintres les plus connus, pas par nous, mais en Australie. Si vous allez à Sydney, tout l'hôtel de ville de Sydney est entièrement décoré par ce communard, Lucien Henry. Voilà. Il y a des histoires tout à fait un peu extraordinaires. C'est toujours des destins d'hommes aussi et de femmes dans une révolution. Je vous dis tout de suite que je pourrais faire une exposition à la commune et les femmes, mais des femmes peintres, évidemment, il y en a fort peu et il n'y en a pas, en tout cas comme peintre, à la commune. Alors ils font toute une série d'autres tâches, bien entendu. Donc vous avez des artistes très divers.
Alors voilà, Capellaro, qui à l'époque était un sculpteur très connu, qui a fait des œuvres intéressantes. Alors lui, Capellaro, il était au comité de vigilance du 11e arrondissement, donc il gérait un peu le 11e arrondissement. Il est particulièrement célèbre pour un épisode pendant la Commune, Capellaro, c'est qu'il a organisé, quand la garde nationale a décidé c'est lui qui a décidé de faire la combustion de la guillotine. Les communards ont pris la guillotine, ont été la chercher dans la prison voisine de la Petite Roquette, qui était à côté à l'époque de la mairie du 11e arrondissement. Et il y avait à l'époque la statue de Voltaire, évidemment, l'affaire Calas, et ils ont brûlé la guillotine devant la statue de Voltaire. Et c'est ce Capellaro, ce sculpteur, qui était très connu à l'époque, qui a, on peut avancer, organisé ça. Un caricaturiste très célèbre, Pilotel, qui a extrêmement souvent joué un rôle pendant la Commune, lui aussi commissaire de police. Alors c'est assez amusant. Beaucoup d'artistes sont commissaires de police. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas encore creusé l'affaire, mais c'est notable. La suite, il a l'écharpe et le revolver du révolutionnaire. Le suivant. Alors bien sûr, le principal de ces artistes, c'est Courbet. C'est lui qui va jouer. Alors, on ne peut pas en parler trop longuement. Courbet. Ce qui paraît intéressant de dire sur Courbet, c'est que pour notre sujet, ce n'est pas totalement un hasard. Il est de Franche-Comté. Il est de Franche-Comté, il est d'Ornans, où il y a un très beau musée que vous pouvez aller voir, extrêmement intéressant. Et ce Courbet, il a un pays, comme on disait à l'époque, on dit peut-être encore maintenant, qui s'appelle Proudhon. Et il est extrêmement proche, extrêmement lié à Proudhon. Et c'est Proudhon qui va le faire évoluer vers une idée de l'art social. Voilà ce qu'il écrira en avril 1871 sur l'influence qu'a Proudhon, qui a salué en 1851 ce grand tableau de Courbet qu'on appelle Les Casseurs de pierre, où il montrait les ouvriers. Voilà ce que Courbet dit. Sur sa peinture, je me suis constamment occupé de la question sociale et des philosophies qui s'y rattachent, marchant dans ma voie parallèlement à mon camarade Proudhon. Et son idéologie très clairement, j'ai lutté contre toutes les formes de gouvernement autoritaire de droit divin, voulant que l'homme se gouverne lui-même selon ses besoins, à son profit direct et suivant sa conception propre. Voilà. Donc, voilà ce qui va guider l'action de Courbet. Pendant la Commune, il sera élu le 16 avril à une élection partielle, et on peut avancer. Le voilà caricaturé. Et vous voyez qu'il est caricaturé de façon très classique par les adversaires, alors un adversaire gentil de la Commune, avec, il y en a des plus vives, avec au pied la colonne Vendôme, puisque vous savez que la Commune a décidé d'abattre la colonne Vendôme comme un monument de l'impérialisme. Et Courbet en était partisan, il a été accusé, ce sont des choses que je n'ai pas le temps de développer, mais ça a beaucoup choqué une partie de l'opinion. Mais chez Courbet, il y avait, alors là j'ai parlé de la Commune patriotique, il y avait dans cette idée chez Courbet une idée pacifiste. C'est-à-dire que cette colonne qui était à la gloire des batailles de Napoléon, et je cite, voilà ce qu'il avait proposé aux artistes allemands pendant la guerre. Alors là, avant même la Commune, il propose ceci. Laissez-nous vos canons Krupp, nous les fondrons avec les nôtres ensemble. Le dernier canon, gueule en l'air, coiffé du bonnet phrygien, planté sur un piédestal acculé sur 3 balais. Sur ce monument colossal, nous érigerons ensemble notre colonne à vous, à nous, la colonne des peuples, la colonne de l'Allemagne et de la France, à jamais fédérée. Voilà ce que Courbet écrit en 1871. Donc il a dit, en fait, après son projet, c'est de faire 2 colonnes, par exemple une colonne érigée par les Français, une colonne érigée par les Allemands, qui serait celle de l'amitié entre les peuples, voilà, qui remplacerait cette colonne, qui serait mise dans un dépôt, donc les gens pourraient aller voir éventuellement, mais qui n'aurait plus l'honneur, parce qu'elle honorait la guerre.
Donc, j'ai dit qu'ils étaient patriotes, c'est très compliqué la mentalité des communards. Hein. Vous voyez, ils sont patriotes, mais ils sont aussi très pacifistes et internationalistes. Ils anticipent effectivement cette paix entre la France et l'Allemagne. Il faudra encore 2 autres guerres pour s'en rapprocher. Suivant. Alors un autre artiste communard très important, c'est le sculpteur Dalou, qui s'est engagé à fond dans la commune, qui représentait les sculpteurs à la Fédération des artistes. La représentation n'est pas très bonne. C'est un des dernières tentatives d'œuvre que Dalou a voulu faire, un monument aux travailleurs. Si vous allez au fond là du musée, vous allez voir quelques-unes des petites moulures des statuettes de travailleurs que Dalou a fait pour ce monument qui n'a jamais achevé. Vous allez juste au fond, vous avez les œuvres de Dalou là, à 20 mètres. Et à la place de passer devant rapidement Dalou, vous allez le regarder attentivement, parce que c'est un très grand sculpteur. Alors lui, par contre, sa carrière n'a pas été très perturbée. Il a été obligé de s'exiler, mais il n'a pas eu tous les ennuis dramatiques qu'a eu Courbet. Suivante. Voilà, bon, je vous ai montré une statue de Capellaro. Suivante. Alors voilà des peintres. Alors ces peintres, il faut bien voir qu'ils étaient tout de même assez reconnus. Voilà la butte Montmartre, vous voyez, en 1871. Quand je vous évoquais la butte, qu'elle n'était pas très construite, la voilà. On pouvait mettre des canons dessus. C'était un emplacement stratégique d'ailleurs, très favorable pour des canons. Suivant. Voilà Hippolyte Dubois, vous voyez, c'était un artiste très connu. Tout ça, ce sont des artistes qui vont s'engager dans la Fédération des artistes. Suivant. Et voilà Lucien Boileau. Alors Lucien Boileau, il représentait les architectes dans la Fédération des artistes, parce que dans cette Fédération des artistes, il y avait des architectes également. Il y avait des graveurs, des peintres, des sculpteurs et des architectes. Et encore d'autres catégories, si j'ai le temps, j'y reviendrai rapidement. Et c'est un architecte très connu, Lucien Boileau, puisque vous voyez, c'est lui qui a construit, après la commune, l'hôtel Lutetia. Et il avait participé à la construction du Bon Marché. Il avait été l'architecte qui avait dessiné, avant la commune, le plan de ce grand magasin symbolique du Second Empire et de la grande consommation, qui était le Bon Marché. Donc vous voyez, il y a quand même des artistes notoires aussi, qui sont importants de leur époque, qui s'engagent dans la commune. Elle avait une représentativité également. La suivante. Dernier point avant d'aborder la Fédération des artistes elle-même, eh bien, ce n'est pas une innovation. Sous la Grande Révolution, il y avait déjà eu, vous le voyez, une commune des arts en 1793. Commune des arts, des peintres, sculpteurs, architectes et graveurs. Donc, il y avait déjà eu une tentative sous la Grande Révolution, par de grands noms de la peinture, que les artistes prennent en main les arts. Ce n'est pas totalement nouveau, mais ça va aller beaucoup plus loin. Donc ce qui va se passer, c'est la création, en avril 1871, d'une fédération des artistes par Courbet. Voilà ce qu'il dit. « Aujourd'hui, j'en appelle aux artistes, j'en appelle à leur intelligence, à leurs sentiments, à leur reconnaissance de Paris qui les a nourris comme une mère et leur a donné un gîte. Les artistes doivent à cette heure, et c'est une dette d'honneur, par tous les efforts concourir à la reconstitution de l'état moral de Paris et au rétablissement des arts qui ont fait sa fortune. Par conséquent, il est de toute urgence, etc. Que chacun dès à présent se mette à l'œuvre et les artistes des nations amis répondront à notre appel. Adieu le vieux monde et sa diplomatie. » C'est l'appel que Courbet lance aux artistes pour se réunir. Ils vont être réunis, vous le voyez, à l'école de médecine le 13 avril. Il y aura plusieurs centaines d'artistes qui seront présents. Il y aura plusieurs réunions qui vont finalement créer cette fédération des artistes qui va s'installer à la direction des Beaux-Arts. Il n'y a pas de ministère de la Culture à l'époque, ça n'existe pas, mais il y a une direction des Beaux-Arts qui fluctue dans son rattachement à tel ministère. Mais cette direction des Beaux-Arts, qui est rue de Rivoli, va devenir le siège de la Fédération des artistes. Pourquoi ? Parce que la commune va déléguer aux artistes la direction des Beaux-Arts. C'est comme si
on disait aux artistes plasticiens, peut-être à d'autres, le ministère de la Culture, maintenant, sont plus des politiques, ce ne sont plus des conservateurs, ce ne sont plus des spécialistes, ce ne sont plus ci, ce ne sont plus ça, qui vont le diriger, ce sont les artistes. Voilà. C'est à eux et à eux seuls que doit revenir la direction des arts. Et c'est ce qu'ils veulent. Alors cette fédération des artistes, donc je passe sur sa composition, qui est assez diverse, mais on en a les principes, on en a quelques actions. Suivant. Donc comme je vous l'ai dit, l'essentiel pour eux, c'est la liberté de l'art. La libre expansion de l'art, dégagée de toute tutelle gouvernementale et tout privilège. L'abandon radical du principe autoritaire qui était l'essence même de l'ancienne administration. Alors ça va jusqu'à, on ne veut pas de budget des beaux-arts qui soit dirigé par l'État. On ne veut pas de contrôle par l'État. Alors bien sûr, liberté esthétique totale. Le journal qu'ils font sera un champ neutre, ouvert à toutes les opinions et tous les systèmes. La commission fédérale ne sera jamais juge au point de vue artistique. Enlevons l'État, car l'État, c'est aussi les relations, les privilèges, le favoritisme, obligatoirement. Donc, disent-ils, de cet état de choses résulte l'abaissement des caractères et du niveau artistique. Alors, ils disent aussi pour l'architecture, par exemple. Dans l'architecture, le joug d'une administration autoritaire conduit, alors il parle d'Haussmann là, à des monuments uniformes, il trouve ça uniforme, sans aucun style, et d'un mérite absolument nul à tous les points de vue. Ils sont traduits pour eux. C'est comme pour nous maintenant les bâtiments des années 60, mais pour eux les bâtiments des années 1860, c'est uniforme. L'architecture haussmannienne n'a aucun charme. En conséquence de cette exigence de liberté, suppression de l'école des beaux-arts, suppression de l'école de Rome, d'Athènes, de tous les privilèges attachés à ces écoles, car, je cite, toute direction officielle, là ça c'est 68, vous voyez, toute direction officielle imprimée au jugement de l'élève est fatale et condamnée. L'enseignement des futurs artistes doit être réduit à la somme des connaissances élémentaires et pratiques qui lui permettent de traduire ses sensations, donc les techniques, et à fournir à l'élève l'outillage. Sinon, liberté totale, pas besoin de professeur de dessin pour dire comment on doit dessiner. Donc voilà, liberté totale. Deuxième point, donc gouvernement des arts par les artistes. Et ça, Vaillant, qui est le ministre de l'Enseignement, qui va avoir en charge la culture dans ses attributions, qui est le ministre de l'Enseignement, entre guillemets, ministre de la Commune de Paris, plutôt délégué, l'accepte. La commission fédérale va tenir le rôle de l'ancienne direction des Beaux-Arts. Donc c'est eux qui vont désormais gérer les musées pour conserver les trésors des passés, faire les expositions. C'est pas des galeristes, c'est pas des concepteurs d'expositions, c'est pas l'État, c'est pas des communes, c'est même pas la commune avec sa démocratie de Paris qui vont faire les expositions. Ce sont eux qui doivent faire les expositions pour mettre en lumière les éléments du présent. Donc ils vont administrer les musées, les collections. Alors ils vont parfois nommer des administrateurs, mais c'est eux qui les nomment. Alors, ils vont essayer d'organiser des expositions. Là, ce sera plus difficile parce qu'ils songeaient à l'organiser l'année suivante. Évidemment, comme de dure 2 mois, donc organiser une exposition, ça n'a été possible. Ils ont un grand programme également d'enseignement artistique, pour lui donner une grande place. Dès l'école primaire, l'enseignement du dessin doit arriver. Il faut des conférences, il faut que les musées soient ouverts au public pour satisfaire la curiosité des visiteurs. Donc il y a toute une série de mesures qui sont proposées. Point suivant.
Alors enfin, ils sont très très attachés à ce qu'entre ces artistes, il y ait une fraternité, une solidarité, et non pas une compétition, une concurrence, même si de fait elle existe souvent. Donc il faut une stricte égalité. Alors ils ont même parfois des propositions assez fortes, assez drôles. Par exemple, ils imaginent que s'il y a une exposition, un salon, bon, évidemment un salon maintenant c'est plus organisé par l'État, ce sont eux les artistes, il n'y aura pas de refusés, ce sont tous les artistes qui viendront exposer. Et ce sont les artistes seulement qui organiseront les expositions. Ce sera d'ailleurs un peu une influence sur les salons d'après la Commune, hein, que la République, la Troisième République organisera. Mais si dans ces salons, la Commune, c'est-à-dire l'institution municipale veut faire des commandes, alors voilà ce qu'ils souhaitent, c'est que ces commandes soient réparties entre les artistes que les suffrages des exposants auront eux-mêmes désignés. C'est-à-dire que ça serait eux-mêmes qui, artistes, c'est vraiment le pouvoir jusqu'au bout, vous voyez, c'est eux-mêmes les artistes. Après, ils voteront chacun pour leur œuvre, à mon avis, ça me paraît un peu délicat. Mais ce serait eux-mêmes qui dégageraient la meilleure peinture ou la meilleure sculpture. Bon, cependant, ils ont évolué et après se proposent pour des formes de concours. Mais des concours qui veulent surtout bannis de tout favoritisme, de toute relation. Donc, le but, hein, c'est l'indépendance et la dignité de chaque artiste mise sous la sauvegarde de tous. Et pour tout ça, les artistes doivent être dans cette fédération qui est au fond une association. Suivante. La dernière préoccupation des artistes de la Commune, c'est qu'au fond, ils ont on l'a vu, hein, il s'agit de restituer à Paris, dit Courbet, son état moral. Ils ont donc une responsabilité sociale et morale. Même s'ils ont une liberté totale, esthétique sur leur sujet, etc., la Commune leur dit, et la fédération, les artistes eux-mêmes, dit, vous pouvez être artiste totalement, mais vous avez une responsabilité sociale et morale. Alors, ça peut se manifester par différentes façons, et une des plus notables, qui m'a semblé parmi les plus intéressantes, c'est cette phrase qui dit qu'il faut que les artistes, jusqu'aux plus humbles communes de la France, concourent à notre génération par l'inauguration du luxe communal et aux splendeurs de l'avenir et à la République universelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que l'art soit présent, la culture même, au sens, soit présent jusque dans toutes les communes. Ce n'est pas seulement pour nous, Parisiens, que nous agissons, c'est l'art et la culture doivent être présents jusque dans les plus petites communes de France. Donc, ils ne voient pas du tout l'art comme un Paris seulement, même s'ils sont très parisiens, et un désert culturel. Hein. Au contraire, la régénération passe par cette dimension générale. Donc, ils ont aussi une dimension universelle, il n'y a pas le temps, mais ils veulent penser à des expositions internationales, etc. etc. Dernier point sur le fonctionnement de cette commune, de cette fédération. Alors, ils ont un fonctionnement très à la communarde. Hein. On n'a pas le temps de parler à la démocratie de la commune, mais par exemple, bien sûr, les membres de la commission de cette fédération qui va diriger les beaux-arts, de fait. Hein, donc, on est dans une élection d'un ministère, en quelque sorte. Hein. C'est un ministère élu directement par les artistes. Alors, on n'est élu que pour une année seulement, hein, parce que dans la commune, il y a une très forte idée de rotation constante des dirigeants. On ne peut pas diriger plus d'1 an. Bien entendu, à la commune, comme partout, donc chez les artistes, comme partout à la commune, il y a un droit de révocation. Dans la démocratie communarde, il y a l'idée profonde que les élus doivent rendre des comptes tout le temps, sinon ce n'est pas une vraie démocratie. Donc, ils peuvent être tout le temps révoqués par la majorité des 2/3 d'une assemblée générale. Donc, vous avez toute une série d'exemples qui vous montrent à quel point ils veulent appliquer ce modèle communard.
Je voulais terminer par vous montrer alors quelques petites représentations autres de facteurs que je n'ai pas pu traiter pour tenir un exposé d'une heure, mais qui aurait été fort important à noter. C'est la place des photographes. Hein. Ce sont immense que celui de la photographie pendant la Commune. Hein. Vous avez une très très belle photographie ici de Montmartre. Hein. Et vous voyez, voilà ces fameux canons de Montmartre, hein, gardés par ces fameux gardes nationaux. On voit plutôt le nord de Paris là, hein. Donc on voit plutôt la banlieue à peine construite à l'époque, hein, au nord de Paris, que la vue sur Paris. Mais vous voyez, là, il y a un vrai sens déjà de la perspective dans cette photographie. Photographie très compliquée à faire parce que, évidemment, il y a un temps de pause très important à l'époque. Il faut trimballer un matériel très lourd. Faire des photographies de gens qui bougent, c'est quasiment impossible. Suivante, et puis on aurait pu aussi montrer tout le travail du dessin. J'ai évoqué tout à l'heure la différence entre la caricature de l'école des Beaux-Arts en mai 68 et les caricatures, voire dessins ici, de 1871. Une des différences, c'est que les Beaux-Arts, ce qu'ils font, c'est destiné à être affiché. Puis pris par certains collectionneurs, hein, bien sûr, qui les décollent. Vite compris que c'était très intéressant, ces affiches, et qui les décollent. Mais c'est destiné à faire des affiches. Les caricatures que je vous ai montrées, ou les dessins, ils ne sont pas du tout destinés à faire des affiches. Ils sont destinés à des journaux ou à des petites feuilles volantes. Hein. Donc, on dessine ou on caricature, mais on ne met pas ça, ou exceptionnellement, sur les murs. Hein. Donc, ce n'est pas du tout non plus le même esprit, la même reproduction, etc., etc. Alors là, vous avez un très beau dessin, parce que vous avez un dessin qui est fait le deuxième jour de la Commune de 1871 par un très jeune artiste, hein, qui s'appelle Daniel Vierge, qui était un artiste espagnol monté à Paris. Il devait avoir 20 ans lui aussi, et il dessinait pour l'illustration. Alors il faisait des croquis pour l'illustration, pour le Monde illustré, etc., pour gagner sa vie, mais en même temps il les reprenait chez lui en les peignant avec plus de soin. Et là vous avez, donc, place de l'Hôtel de Ville, le 19 mars 1871, une femme, une communarde. Elle est habillée, vous le voyez, en habit de garde nationale, sans doute un peu trop long pour elle, le pantalon, donc elle l'a un peu retroussé, et elle a, non pas l'écharpe rouge, que vous avez vu sur Courbet, qui était l'écharpe des élus, mais l'écharpe blanche, en signe de paix. Hein, et donc elle est devant une barricade, devant des pavés, mais avec ce signe de paix le lendemain de l'insurrection. Donc je termine en disant que ces centaines d'artistes, hein, ont donc participé, chacun à leur façon, à la Commune, qu'on y retrouve des points communs avec mai 68, mais quand même, on ne peut pas faire d'anachronisme, hein, il faut rester sur les particularités de la période. Et le point le plus fort, hein, le projet le plus fort dans ces rapports entre les arts et l'État, entre les arts et la société, c'est bien sûr la liberté des arts, l'indépendance esthétique et matérielle des artistes. Le chemin suivi, on le retrouverait dans les arts du spectacle exactement le même. On y retrouverait les traces de Proudhon, mais pas seulement de Proudhon. Le chemin suivi, c'est celui de l'association. Alors, il y a à la même époque les associations ouvrières de production qui commencent à se développer. Là, c'est l'association des artistes qui est le chemin qu'ils suivent pour cette liberté, et cette liberté artistique et matérielle. Les artistes, après la Commune, hein, eh bien, ils ont toujours été nombreux à admirer la Commune. C'est un point tout à fait frappant. De très nombreux artistes ont suivi et continué à honorer la Commune. Toujours eu des tableaux, des représentations faits par les artistes, ou du spectacle, ou
les artistes plasticiens de la commune. Beaucoup d'artistes, Pissarro par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, a toujours, les deux Pissarro, toujours rendu hommage à la commune jusqu'à nos jours, hein, où de grands artistes comme Ernest Pignon-Ernest, mais aussi beaucoup d'autres, hein, travaillent et continuent de travailler, notamment pour le 150e anniversaire de la commune en 2021, à des tableaux qui parleront de façon plus ou moins directe de la commune. Toujours ce fil, hein, a été très présent dans l'histoire des artistes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, la liberté de parole est rendue à la salle, donc vous pouvez poser des questions. J'ai une question puis j'ai une remarque. Je trouve que vous avez été un peu indulgent pour les impressionnistes. À mon avis, il y avait soit des grands bourgeois comme Manet, soit des petits bourgeois qui avaient des cuisinières, des femmes de ménage, etc. Et ils ne voulaient pas se mouiller. Et ma question, je voulais savoir, puisque vous dites qu'il y avait des architectes également quelle a été leur position, voire leur participation, leur adhésion, parce qu'en dehors de l'épisode de la colonne Vendôme, aux pétroleurs, aux pétroleuses qui voulaient faire absolument table rase de tous les monuments, ils ont brûlé, ils ont même brûlé des maisons où ils savaient qu'il y avait des habitants, ce que n'ont pas fait par exemple les révolutionnaires, qui n'ont jamais brûlé les châteaux, la Cour des comptes. Leur position, je ne sais pas, sur les positions pendant la commune ou les positions après la commune, c'est assez complexe. D'abord, je voulais vous dire une chose, il n'y a plus aucun historien qui pense que les pétroleuses, c'est une vérité quelconque. La pétroleuse, c'est un mythe total. Non, mais c'est simplement... Non, mais il y a des vérités historiques qui sont établies. Il n'y a pas un seul historien actuellement, il n'y a plus aucun historien, de quelque orientation qu'il soit, qui considère que la pétroleuse a existé. Donc, c'est un pur et simple mythe créé après la commune et qui n'a aucune réalité. Alors, ensuite, deuxième point, des châteaux aussi, la Révolution, pendant la Grande Peur, en août 1789, il y en a eu de brûlés, il y a eu des nobles assassinés pendant la Grande Révolution. Et la terreur, entre guillemets, de la Grande Révolution fait beaucoup plus de morts que les 80 exécutés par la commune. Donc, je veux dire, la commune n'est pas si violente que vous le dites. Après, sur l'action même des architectes, alors, je ne sais pas, il n'y a pas assez d'archives pour vous répondre précisément, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a une section des architectes au sein de la Fédération des artistes. Qu'il y en a une dizaine, ou 8 ou 10, dont j'ai les noms, mais que je ne connais pas très bien, qui sont membres de ce ministère des Beaux-Arts. Et alors, ils travaillent beaucoup parce qu'ils font un projet de plusieurs pages sur comment doit être l'architecture. Voilà. Donc, ils n'aiment pas l'architecture d'Haussmann. Ça, pourtant, certains, comme Boileau, y avaient participé, puisqu'il avait construit le Bon Marché. En tout cas, ils n'aiment pas ce style. Ils sont complètement dans l'état d'esprit global de la commune, c'est-à-dire, ils veulent construire, eux, architectes, librement. C'est nous les architectes, c'est pas l'État, c'est nous les architectes qui devons décider comment doivent être les constructions. Ils sont dans cette idée. On peut l'approuver ou ne pas l'approuver, parce qu'effectivement, l'idée que les artistes ou les architectes, c'est seulement à eux de décider de tout dans l'art, est une idée très discutable. Hein. On peut concevoir que d'autres acteurs ont leur mot à dire. Voilà, mais je ne peux pas vous répondre beaucoup plus que ça, parce que
en tout cas, ces architectes, oui, alors, le dernier point que je peux vous dire, c'est que les artistes communards ont tous essayé, pendant la semaine sanglante, notamment ceux qui étaient en charge du Luxembourg, du Louvre, etc., et ont réussi d'ailleurs à protéger les collections des incendies. Hein. Ils ont fait très attention à ce que les œuvres d'art ne soient pas touchées par les incendies. Donc ils étaient pour un monde nouveau, mais ils étaient quand même très conscients qu'il ne fallait pas brûler les œuvres des anciens. Oui, merci monsieur. Mais pouvez-vous nous dire dans ce cas-là par qui a été brûlé l'hôtel de ville et pourquoi ils se sont ingéniés à brûler toutes les archives, on va dire, d'enregistrement des Parisiens? Je ne pense pas qu'ils voulaient brûler spécialement les archives de l'enregistrement des Parisiens. Ils ont brûlé l'hôtel de ville, ça assurément, et pas seulement. Alors, il y a plein de raisons dans le fait que les communards, ils n'ont pas tout brûlé. Hein. Le ministère des Finances, ce sont les bombardements versaillais qui le brûlent. Et la plupart des maisons détruites que l'on voit, ce sont les Versaillais qui les brûlent et qui les détruisent par les obus. Hein. Mais ils ont brûlé toute une série de grands bâtiments. Alors, il y a plusieurs raisons pour les Tuileries et l'Hôtel de Ville, puisque ce sont les deux principaux, dont on sait qu'il est établi qu'ils ont déclenché l'incendie. Il y en a deux que j'évoquerai. La première, ce serait une raison militaire et stratégique. Donc on brûle ces bâtiments parce qu'on pense qu'on va ralentir l'avancée des troupes de Versailles. Donc voilà, ce sont des grands bâtiments qui sont orientés nord-sud, les Versaillais viennent de l'ouest, on fait une sorte de barrière de feu, on espère que cette barrière de feu va ralentir l'avancée de l'armée versaillaise. La deuxième raison, il faut voir qu'on est en 1871. On est extraordinairement encore sous l'influence de la Révolution et de l'Empire. J'ai évoqué 93 tout à l'heure. 93, pour eux, c'est un modèle, hein, souvent, ou 92 ou 89, ça dépend. Et alors, il y a un modèle qui est très prégnant dans le 19e siècle, c'est l'incendie de Moscou en 1813. C'est-à-dire, on ne rend pas une ville, on la brûle. C'est très prégnant. Voilà. Alors ça, c'est une raison qu'on leur prête peut-être. Enfin, la dernière raison, c'est le désespoir. Pour eux, les Tuileries et l'Hôtel de Ville, alors il faut imaginer que les Tuileries, ils l'ont par exemple occupé pendant la Commune. Ils y ont organisé des représentations artistiques. Donc il y avait régulièrement des représentations artistiques où des artistes là du spectacle, des chanteurs, des comédiens, même une grande comédienne de la Comédie Française, et d'autres chanteurs beaucoup plus populaires, un peu style les Édith Piaf de l'époque, la Bordasse, qu'on appelait la Muse Rouge, venaient chanter, dire des poésies, etc., devant la population. Et ça se passait dans la salle du trône. Et c'est une salle qui était remplie de dorures, etc. Et sur cette salle du trône, il y avait écrit « Peuple, respecte cette salle », parce qu'évidemment, le peuple n'est pas toujours docile. Hein. Tout l'or qui t'environne a été obtenu par ton sang, par ton travail. Donc voilà, ils avaient eu le sentiment de s'être réapproprié un bâtiment qui leur appartenait. Ces bâtiments, c'est le peuple qui les ont construits. Pour eux, il est à eux. Donc le quitter, le rendre, c'est dans un sentiment de désespoir. Voilà, on brûle. Voilà, ce sont les trois raisons. Un certain désespoir, ce modèle et un modèle militaire. On pourrait aussi dire une dernière raison, c'est qu'à partir de ce sentiment de désespoir, ça s'accompagne aussi d'un sentiment de rage. Parce que quand ils commencent à brûler les bâtiments, il y a déjà eu près de 2000 communards exécutés. Parce qu'avant que les communards exécutent des otages
et exécute l'archevêque et quelques autres, les grands démocrates versaillais ont déjà exécuté sommairement, sans aucun procès, 2000 personnes. Donc il y a aussi un sentiment de rage qui est présent dans ce geste. Voilà. Ça permet de le comprendre, ça n'est pas une raison pour effectivement l'apprécier, mais en tout cas ça permet de le comprendre. Il faudrait faire une conférence sur la commune dans son ensemble. Je voulais attirer l'attention sur quelque chose que j'avais lu, c'est par rapport au sculpteur Capot et la danse. Quand cette sculpture avait été réalisée, ça avait créé un scandale à Paris. Et une des seules personnes qui a fait une critique positive, qui a une vraie compréhension du génie des Capots, c'était quelqu'un qui allait devenir communard après. Il avait écrit une longue article dans le Figaro, et où il disait toute la génie des Capots. Et j'ai oublié son nom, mais c'était un nom flamand. Mais je trouvais intéressant que, alors que lui, un futur communard, il a pu voir la génie d'un artiste, le personnage qui on pourrait penser plus à en communion avec la commune, et qui n'était pas tout à fait le cas, comme Zola, il ne voyait que d'un Capot que l'ennemi, parce que comme sculpteur, il travaillait pour Napoléon III, etc. Et comme beaucoup de sculpteurs, contrairement à des peintres qui avaient besoin de moins de moyens pour exercer leur art, les sculpteurs, par définition, ils dépensaient de l'Église ou des plus grands bourgeois et le pouvoir pour faire exercer leur art. Par rapport au communard, je pense à cette... enfin, avec tout ça, c'était quand même la guerre, il faut le rappeler, mais je pense que c'était poème des Victor Hugo par rapport à la Bibliothèque nationale qui brûlait, où il demande pourquoi as-tu mis le feu à la bibliothèque, etc. Et la dernière phrase de l'accusé, il répond « Je ne sais pas lire ». Je trouve très fort parce que c'est dans toute cette bataille pour la culture, c'était aussi qu'il y avait une population, qu'un parti n'avait pas accès à la culture. Merci. Je me rends compte, je n'ai pas dit quelque chose effectivement sur les impressionnistes, je n'ai pas répondu. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment très engagés, vous avez raison de le signaler. Je pense moins dur que vous en pensant que c'est parce qu'effectivement ils sont d'abord pris par l'envie de peindre et que la politique c'est assez loin d'eux, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas des gens, la plupart de ces impressionnistes ne sont pas engagés. Je voudrais savoir s'il serait possible de connaître le nombre d'artistes qui sont décédés à la guerre. Attendez, quand vous dites à la guerre, il faut dire qu'il y a deux guerres qui se suivent. Il y a la guerre contre les Prussiens, c'est-à-dire il y a 2 sièges successifs de Paris. C'est aussi une des raisons de la dureté de cette insurrection. Cette insurrection, c'est une insurrection qui fait suite à un premier siège qui va de septembre 1871 de septembre 1870 à janvier 1871. Pendant 4 mois, Paris est entièrement encerclé par les Prussiens. Et là c'est plus dur que sous la Commune. Pour se nourrir, les Prussiens ont totalement coupé la ville. Et donc, pour se nourrir, ça a été extrêmement dur. Il y a des nombreux morts de faim, surtout, maintenant on le sait, dans la population âgée. Des milliers de personnes sont mortes de faim dans la population âgée, qui était la plus fragile. On a pu faire des études de la démographie qui a montré cette mortalité terrible pendant le siège par les Prussiens. Donc, ils sortaient d'une première guerre avec le sentiment d'avoir, comme je l'ai montré dans une des premières caricatures, d'avoir été trahis. C'est aussi quelque chose qui explique
cette amertume, hein, cette première rage des Parisiens contre Versailles et contre tous les symboles de l'Empire. L'Empire, c'est Sedan, etc. Donc, il y a cette première guerre et il y a une deuxième guerre qui, là, est une guerre civile, en fait. Et le caractère terrible de cette deuxième guerre, c'est que c'est une guerre civile entre ceux de Paris et ceux de Versailles. Donc, quand vous me demandez combien il y a d'artistes morts de cette guerre, il faudrait déjà différencier. Je dirais quand même probablement assez peu. Pourquoi? Parce que, effectivement, pour les artistes les plus connus, ils avaient les moyens d'échapper à l'incorporation. Parce que sous le Second Empire, il y a bien un service militaire, entre guillemets, obligatoire, mais ce service militaire obligatoire ne concerne qu'une partie de la population. Une grande partie en est dispensée, et peut s'en dispenser en achetant, finalement, cette dispense. Et bon, la plupart des fils de famille, alors on le voit bien, sauf ceux qui ont, au contraire, choisi la carrière militaire. Alors ceux qui ont choisi la carrière militaire, au contraire, jeunes officiers, etc., eux, ils vont se battre. Mais les autres, évidemment, ils ne le souhaitent pas trop. Hein. Et donc, beaucoup d'artistes se débrouillent un peu pour obtenir une dispense. Hein. Pendant la guerre, ils ont des relations, des amis. Il y en a un, je crois que c'est Basile. Alors, il est envoyé... il est engagé, etc. Bon, après, il y en a qui se font envoyer à Tarbes, je ne sais plus lequel, est envoyé à Tarbes. Bon, là, on est tranquille quand même à Tarbes, on est quand même assez loin du front. Hein. Voilà, donc, il y en a eu quelques-uns, mais c'est certainement pas un très grand nombre. Je pense que c'est un peu pareil pendant la guerre de la Commune. Hein. Moi, j'en connais quelques-uns, artistes qui ont été tués, fusillés. Un sculpteur, par exemple, qui a été fusillé le dernier jour de la Commune à Vincennes, parce qu'il commandait le fort de la Vincennes. Et les Versaillais ont exécuté les 7 officiers qui commandaient ce fort. Et il était parmi ces 7 officiers de la garde nationale qui commandaient ce fort. Donc il a été exécuté. Il y en a quelques autres, un des plus célèbres, mais ce n'est pas un plasticien, quoique il dessinait fort bien, c'est Salvador Daniel, qui était surtout, lui, un musicien, mais comme dessinateur, il a fait de magnifiques dessins des musiciens arabes, parce qu'il avait été en Algérie et il avait fait un recueil anthropologique de tous les instruments de musique qu'il avait vus en Algérie. Et en même temps, il avait fait un recueil musical de la musique arabophone qu'il y avait, ou kabyle, qu'il y avait en Algérie, en essayant de la transcrire en notes occidentales. D'ailleurs, vous pouvez entendre encore de très très beaux concerts de ces airs de musique dans différents lieux, en Algérie ou en France. C'est vraiment des airs magnifiques qui remontent à la première moitié du XIXe siècle. Et il était considéré comme un grand musicologue. Et à la fois, il avait fait ses dessins très beaux. La Commune l'avait nommé directeur du conservatoire de musique. Et il a été exécuté, rue Jacob, par les Versaillais. Donc, il y a un certain nombre, mais disons que c'est très difficile parce que vous savez, alors les estimations sont très très variables sur le nombre d'exécutés par les Versaillais. Le nombre d'exécutés par les communards, on le connaît très bien. Il y a eu 81 otages exécutés par les communards. Le nombre de communards exécutés par les Versaillais varie de 5-6 000 à 25 000 suivant, 25 000, 30 000 suivant les estimations. Donc c'est évidemment considérablement plus, ça ne se compare pas, l'échelle est de 1 à 20. Mais le problème, c'est que
ces exécutions ont été faites sans aucun document. Donc on a exécuté les gens, on n'a jamais relevé les noms des personnes exécutées. Donc on ne sait pas, sauf incidemment, on a à peu près 1500 noms des personnes exécutées, mais on est loin de les connaître tous. Donc la réponse complète est impossible. Oui, vous disiez au début de votre exposé que les études nouvelles et approfondies viennent des États-Unis. Oui. Alors on salue fortement les chercheurs américains, parce que bon, d'un côté en France, très longtemps la commune a été, moi je dirais, bannie, et c'est terrible. Heureusement, on est en train d'en sortir, il y a énormément de recherches qui se font, mais j'aimerais savoir, parce que là par exemple vous mettez l'université de Nebraska, c'est en anglais, j'aimerais savoir si dans le cadre, mais c'est peut-être pas vous, hein, c'est plutôt la mairie de Paris d'ailleurs, ou les autorités historiques, dans le cadre du 150e anniversaire 2021, est-ce que le public français, allemand, aura accès à ces recherches d'une manière un peu vulgarisée, etc. Et est-ce que ces recherches, effectivement, amènent des éléments, par exemple sur l'histoire des pétroleurs et des pétroleuses, bon, effectivement, il n'y a absolument pas de vérité aujourd'hui sur comment Paris a brûlé. Et il y a eu une énorme propagande versaillaise, républicaine, mais la République de tiers, contre les communards, etc. Donc, est-ce que je voudrais savoir juste, est-ce qu'on aura accès à ces recherches et comment ils font, les Américains, pour en savoir presque plus que nous sur la commune? Je ne dirais pas qu'ils en savent plus que nous sur la commune. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de jeunes historiens américains qui se sont intéressés à la Commune de Paris. Voilà, donc ça s'est traduit d'ailleurs par beaucoup d'autres titres de grands travaux sur le fonctionnement des clubs, le fonctionnement, la participation des femmes, le fonctionnement de la garde nationale. On a eu toute une série de thèses, au moins une dizaine de thèses faites par des Américains dans ces 20 dernières années sur la Commune de Paris. Donc voilà, après, c'est une explication parce qu'il y a toute une série de... Dans l'histoire américaine est immense, hein, et donc ils ont beaucoup plus de moyens, de diversité, etc. Bon. Après, il y a le problème que en France, l'histoire sociale, disons, attire moins les étudiants qu'il y a une trentaine d'années. Et ça peut aussi expliquer ce différentiel. Bon, alors je mets aussi, je dis attention, hein, bien sûr, ce sont bien quand même les communards qui ont brûlé les Tuileries et l'hôtel de ville. Il ne s'agit pas de faire un révisionnisme complet à l'envers. Hein. L'histoire ne peut pas occulter quoi que ce soit. Hein. Ils ont bien brûlé un certain nombre de bâtiments importants pour l'ensemble des raisons que j'ai essayé d'évoquer, 3 ou 4 raisons essentielles que j'ai essayé d'évoquer. Mais en même temps, c'est vrai que l'histoire officielle qui s'était formée, parce que l'histoire officielle, c'est l'histoire des vainqueurs, toujours. Hein. L'histoire, c'est l'histoire des vainqueurs. Et donc, les vainqueurs ont fait une histoire où ce qu'eux avaient pu faire n'existait pas. Hein. Voilà. Et il appartient à l'histoire actuellement de retracer, pour autant que ce soit possible pour les historiens, une vérité. Oui, ne doutons pas qu'avec les commémorations, il y aura de nouvelles publications. Il y a l'équipe de Mitron qui prépare un recensement de tous les lieux de la commune à Paris, par exemple. Donc il y aura quand même un certain nombre de publications et de commémorations à l'occasion, effectivement, de l'anniversaire de la commune. D'autres questions? Alors s'il n'y a plus de questions, voilà. Monsieur? Alors, puisqu'on a évoqué le problème des historiens américains, j'en suis un.
J'ai même écrit un article sur les arbres et la commune il y a une 50aine d'années, au moment du 100e anniversaire, qu'on n'a pas cité là, mais enfin, qui n'a jamais été traduit malheureusement. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est vrai que les historiens américains se sont vraiment beaucoup intéressés à l'histoire de la commune, mais ce qui est beaucoup plus important, ce sont les échos de la commune dans le mouvement ouvrier et syndical aux États-Unis, à l'époque même. Les années 70, où il y a eu des grèves énormes, l'année 1976 par exemple, où une bonne partie du pays a été paralysée par une grève de cheminots. Tiens, on ne perd pas les traditions. Alors, etc. C'est le moment de la fondation des premiers grands syndicats américains. Et malgré le fait que les Français étaient moins nombreux parmi les immigrés que les Allemands, par exemple, les Français n'ont pas beaucoup bougé au XIXe siècle, enfin en dehors de la France, parce qu'il y a eu de migration à l'intérieur du pays, bien entendu, mais les Français sont beaucoup moins présents dans l'immigration aux États-Unis. Malgré cela, il y a eu beaucoup d'échos de la commune, des références à la commune, l'inspiration de la commune. Et je crois qu'il faut souligner cela. Merci. Alors, sur les inspirations, je vais laisser peut-être M. Robert répondre, mais sur les inspirations de la commune et les liens entre la commune et la Grande-Bretagne, nous aurons une conférence à la rentrée. Donc, même, effectivement, pas sur les États-Unis, il faudrait prolonger. Oui, il y avait aussi des Américains dans la commune, hein, vous savez sûrement, hein, qui étaient des Franco-Américains, parce qu'il y avait tout ce monde de l'international qui passait de Paris à New York. Si je peux me permettre, il y a toute une tradition, et il y a eu des travaux faits sur le problème de l'influence de l'immigration, si vous voulez, de toutes les immigrations aux États-Unis à cette époque, c'est-à-dire entre 1850 et 1900. Et il y a eu, par exemple, parmi les peu de Français qui sont arrivés, relativement peu, il y a eu même une presse, et une presse patronnée par des travailleurs, par des mouvements de gauche, et qu'on ne connaît absolument pas, parce que ce sont des exemplaires qui ont disparu, il y en a quelques-uns dans les grandes bibliothèques, on ne les lit pas, on ne les connaît pas. Mais cela existait, et c'est important de le savoir. Merci beaucoup, monsieur. Merci à Jean-Louis Robert également. Et donc, c'était la dernière conférence de l'année du comité d'histoire. Je vous souhaite bel été et vous pouvez regarder, si vous ennuyez vraiment trop du comité d'histoire, sur la chaîne YouTube en tapant Comité d'histoire de la ville de Paris. Vous pouvez revoir les conférences que vous avez ratées pour patienter jusqu'aux vraies conférences de la rentrée. Bonne vacances.